Imaginez un homme capable de dîner avec des milliardaires un soir, puis de rencontrer des scientifiques mondialement reconnus le lendemain. Un homme qui possédait des résidences luxueuses à New York, à Palm Beach, à Paris et même une île privée dans les Caraïbes. Pendant des années, il semblait intouchable. Son carnet d'adresses faisait rêver, son influence fascinait, son argent intriguait. Pourtant, derrière cette image de financier brillant se cachait une réalité bien plus sombre. Lorsque son nom a commencé à faire la une des journaux du monde entier, personne n'imaginait que cette affaire allait devenir l'un des plus grands scandales du XXIe siècle. Comment un homme accusé de crimes aussi graves a-t-il pu rester au sommet pendant des décennies? Pourquoi tant de personnalités influentes gravitaient-elles autour de lui? Son immense fortune provenait-elle réellement des activités qu'il présentait au public? Et surtout, comment une seule personne a-t-elle réussi à construire un réseau aussi puissant sans attirer immédiatement l'attention des autorités? Ces questions continuent encore aujourd'hui d'alimenter les débats, les enquêtes et les documentaires. Entre faits établis, procédures judiciaires et nombreuses interrogations, l'affaire Jeffrey Epstein est devenue un symbole des dérives du pouvoir, de l'influence et de l'impunité. Mais avant les procès, avant les révélations et avant que son nom ne soit connu dans le monde entier, Jeffrey Epstein n'était qu'un enfant vivant dans un quartier populaire de Brooklyn, à New York. Rien ne semblait alors le destiner à fréquenter les élites mondiales ou à devenir le personnage central d'une affaire qui marquerait l'histoire contemporaine. Dans cette série documentaire, nous allons remonter le fil de son histoire, étape par étape. Nous verrons comment il est passé d'un jeune homme sans diplôme universitaire à un financier entouré des personnalités les plus influentes de la planète. Nous analyserons les faits établis par les enquêtes, les décisions de justice et les documents rendus publics, tout en distinguant clairement les informations confirmées des rumeurs et des théories qui circulent encore aujourd'hui. Prenez le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque chapitre apporte une pièce essentielle à un puzzle qui, encore aujourd'hui, n'a pas livré tous ses secrets. Voici l'histoire de Jeffrey Epstein. Chapitre 1. Les origines d'un homme que personne ne soupçonnait. Pour comprendre comment Jeffrey Epstein est devenu l'un des hommes les plus controversés de l'histoire contemporaine, il faut remonter bien avant les gros titres des journaux et les enquêtes judiciaires. Bien avant les avions privés, les villas de luxe et les rencontres avec les élites mondiales, il n'était qu'un enfant parmi des milliers d'autres, grandissant dans un quartier populaire de New York. Jeffrey Edward Epstein naît le 20 janvier 1953 à Brooklyn, l'un des 5 arrondissements de New York. À cette époque, Brooklyn est un quartier vivant où se côtoient des familles ouvrières, des immigrés venus chercher une vie meilleure et une classe moyenne qui travaille dur pour construire son avenir. Contrairement à ce que beaucoup imaginent aujourd'hui, Jeffrey Epstein ne grandit pas dans une famille riche. Son père, Seymour Epstein, travaille pour les services municipaux de la ville de New York en tant que jardinier chargé de l'entretien des espaces publics. Sa mère, Pauline Epstein, est employée dans une école. Les revenus de la famille sont modestes et leur mode de vie est loin du luxe auquel Jeffrey sera plus tard associé. Les Epstein vivent dans un immeuble d'habitation typique de Brooklyn. Les voisins se connaissent, les enfants jouent ensemble dans les rues et la vie suit un rythme relativement ordinaire. À cette époque, rien ne permet de penser que ce jeune garçon deviendra un jour le centre d'un scandale mondial. Dès son plus jeune âge, Jeffrey est décrit comme un élève intelligent. Plusieurs personnes qui l'ont connu à cette période racontent qu'il possédait une excellente mémoire et qu'il apprenait rapidement. Il semble particulièrement à l'aise avec les mathématiques et les sciences, des matières qui demandent logique et réflexion. Mais au-delà de ses résultats scolaires, Jeffrey développe déjà une qualité qui marquera toute sa vie. Il sait parler aux gens. Ceux qui le rencontrent le trouvent souvent calme, poli et sûr de lui. Il donne l'impression de maîtriser les situations et de savoir exactement quoi dire pour convaincre son interlocuteur. Cette capacité à inspirer confiance jouera plus tard un rôle majeur dans son ascension. Durant son adolescence, Jeffrey poursuit ses études dans des établissements publics de New York. Rien d'exceptionnel ne ressort alors de son parcours. Il n'est ni une célébrité locale, ni un jeune prodige dont tout le monde parle. Il est simplement un étudiant discret qui semble avoir de bonnes capacités intellectuelles. À la fin de ses études secondaires, il décide de poursuivre un cursus universitaire. Il s'inscrit à plusieurs cours de mathématiques et de physique, deux disciplines réputée difficile. Pour beaucoup, cette décision semble logique. Avec ses compétences, Jeffrey pourrait envisager une carrière scientifique, devenir professeur ou travailler dans un domaine technique. Pourtant, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Après seulement quelques années, il quitte l'université sans obtenir de diplôme. Les raisons exactes de cet abandon n'ont jamais été complètement clarifiées publiquement. Certains évoquent un manque d'intérêt pour les études, d'autres pensent qu'il souhaitait entrer rapidement dans le monde du travail.
Quoi qu'il en soit, ce choix aurait pu mettre un terme à ses ambitions professionnelles. Dans les années 1970, ne pas posséder de diplôme universitaire est souvent un obstacle important pour accéder aux emplois les plus prestigieux. Mais Jeffrey Epstein ne semble pas partager cette vision. Au contraire, il possède une confiance en lui qui impressionne son entourage. Il est capable de se présenter comme quelqu'un de compétent, même lorsqu'il ne possède pas toutes les qualifications habituellement exigées. Cette assurance deviendra bientôt son plus grand atout. Sans diplôme, sans fortune familiale et sans relations connues dans les milieux financiers, Jeffrey Epstein s'apprête pourtant à franchir une étape qui changera définitivement sa vie. Son prochain emploi surprendra tout le monde. Il va devenir enseignant dans l'une des écoles privées les plus réputées de New York, alors qu'il n'a jamais terminé ses études universitaires. C'est à partir de ce moment que commence réellement l'ascension d'un homme qui, quelques années plus tard, réussira à ouvrir les portes des plus puissants cercles de la planète. Chapitre 2. Le professeur sans diplôme, le début d'une ascension inattendue. Au début des années 1970, Jeffrey Epstein est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il n'a ni diplôme universitaire, ni expérience remarquable, ni fortune familiale. Pourtant, contre toute attente, il parvient à décrocher un poste que beaucoup de diplômés rêveraient d'obtenir. Comment est-ce possible ? À cette époque, Epstein est recruté comme enseignant de mathématiques et de physique à la Dalton School, une école privée très réputée de Manhattan. Cet établissement n'est pas une école ordinaire. Il accueille les enfants de familles aisées et influentes de New York. Les frais de scolarité sont élevés et la réputation de l'école attire depuis longtemps les élites économiques, intellectuelles et politiques. Pour un jeune homme sans diplôme, être engagé dans une telle institution est une opportunité exceptionnelle. Les raisons exactes de son recrutement ne sont pas totalement connues. Plusieurs témoignages indiquent qu'il impressionnait par son intelligence, sa facilité à expliquer des concepts complexes et son assurance. Il donnait l'image d'une personne brillante, cultivée et capable d'enseigner malgré son parcours universitaire inachevé. Pendant plusieurs années, Epstein enseigne dans cette école prestigieuse. Selon d'anciens élèves, il est calme, méthodique et semble apprécier les matières scientifiques. À ce stade, rien ne laisse présager le rôle qu'il jouera plus tard dans l'un des plus grands scandales de l'histoire récente. Mais ce qui est encore plus important que son travail d'enseignant, ce sont les personnes qu'il rencontre. La Dalton School est fréquentée par les enfants de familles extrêmement riches. Les parents sont des banquiers, des investisseurs, des avocats renommés et des dirigeants de grandes entreprises. En évoluant dans cet environnement, Jeffrey Epstein découvre un univers totalement différent de celui dans lequel il a grandi. Il comprend rapidement une chose essentielle. Dans certains milieux, les relations comptent parfois autant que les diplômes. Au fil des mois, il apprend à se présenter, à discuter avec des personnes influentes et à inspirer confiance. Cette capacité deviendra l'un des piliers de son ascension. Puis survient une rencontre qui va changer le cours de sa vie. L'un des parents d'élèves est impressionné par Jeffrey Epstein. Il s'agit de Alan Greenberg, un dirigeant influent de la banque d'investissement Bear Stearns. À cette époque, Bear Stearns est l'une des banques les plus puissantes de Wall Street. Y travailler représente un rêve pour de nombreux jeunes diplômés. Les recrutements sont extrêmement sélectifs et concernent généralement des candidats issus des meilleures universités américaines. Jeffrey Epstein, lui, ne possède aucun de ces avantages. Pourtant, Alan Greenberg décide de lui donner sa chance. En 1976, Epstein quitte donc le monde de l'enseignement pour entrer dans la finance. Ce changement est spectaculaire. Du jour au lendemain, il passe des salles de classe au bureau de Wall Street où circulent des milliards de dollars. Ses collègues remarquent rapidement qu'il est ambitieux, sûr de lui et qu'il apprend vite. Même sans formation classique en finance, il semble comprendre les mécanismes du marché et s'adapte rapidement à son nouvel environnement. Mais surtout, il développe une compétence qui fera toute la différence. Il sait gagner la confiance de clients très fortunés. Dans le monde de la finance privée, cette qualité vaut parfois plus que les connaissances techniques. Les grandes fortunes recherchent des personnes discrètes, capables de protéger leurs intérêts et de gérer leurs affaires avec confidentialité. Jeffrey Epstein comprend parfaitement cette règle. Il ne cherche pas à devenir une personnalité médiatique. Au contraire, il construit peu à peu l'image d'un homme mystérieux, efficace et extrêmement discret. Cette réputation commence à attirer l'attention de nouveaux investisseurs. Cependant, cette ascension ne va pas durer éternellement. Après quelques années chez Bear Stearns, Jeffrey Epstein quitte la banque dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui partiellement floues. Les versions divergent sur les raisons exactes de son départ, et aucun récit définitif ne fait consensus. Une chose est néanmoins certaine, ce départ ne met pas fin à sa carrière. Au contraire, c'est à partir de ce moment que Jeffrey Epstein va bâtir sa propre fortune, développer son propre réseau, et commencer à fréquenter certaines des personnalités les plus puissantes du monde. La véritable ascension de Jeffrey Epstein ne fait que commencer,
Chapitre 3. La fortune mystérieuse. Comment Jeffrey Epstein est devenu multimillionnaire? À la fin des années 1970, Jeffrey Epstein quitte la banque Bear Stearns. Pour beaucoup, cette décision paraît risquée. Wall Street est un univers où la stabilité est rare, et quitter une institution aussi prestigieuse sans plan clairement connu pourrait mettre fin à une carrière prometteuse. Pourtant, c'est exactement l'inverse qui va se produire. Au cours des années suivantes, Jeffrey Epstein commence à construire une image totalement différente. Il ne veut plus être considéré comme un simple employé d'une banque d'investissement. Il souhaite devenir un conseiller financier indépendant, spécialisé dans la gestion des patrimoines des personnes les plus riches du monde. Très vite, il affirme ne travailler que pour des clients disposant d'une immense fortune. Selon plusieurs témoignages rapportés au fil des ans, il aurait même expliqué qu'il n'acceptait de nouveaux clients qu'à partir d'un patrimoine de plusieurs milliards de dollars. Cette affirmation participe à construire une image d'exclusivité. Plus une personne semble difficile à approcher, plus certains la considèrent comme exceptionnelle. C'est exactement ce qui se passe avec Jeffrey Epstein. Contrairement à d'autres financiers qui apparaissent régulièrement dans les médias, il reste extrêmement discret. Il donne très peu d'interviews. Il communique rarement sur ses activités. Il ne publie pratiquement aucune information sur ses investissements. Ce silence intrigue. Comment un homme aussi peu connu peut-il vivre dans un luxe aussi impressionnant? Au début des années 1980, Epstein fonde sa propre société de conseil financier appelée G. Epstein & Co. Selon les informations rendues publiques, il présente cette entreprise comme une société spécialisée dans la gestion de fortune pour une clientèle très limitée. Mais un élément attire rapidement l'attention de nombreux observateurs. Contrairement aux grandes banques ou aux sociétés d'investissement traditionnelles, très peu d'informations sont disponibles sur les activités réelles de cette entreprise. Les listes de clients ne sont pas publiques, les stratégies d'investissement restent confidentielles et les revenus exacts de la société demeurent inconnus. Cette opacité nourrit les interrogations. Au fil des années, Jeffrey Epstein commence pourtant à afficher un train de vie spectaculaire. À Manhattan, il acquiert une immense résidence située dans l'un des quartiers les plus prestigieux de New York. La propriété est considérée comme l'une des plus grandes demeures privées de toute la ville. Il possède également une luxueuse villa à Palm Beach, en Floride. Puis viennent un ranch au Nouveau-Mexique, un appartement à Paris, une résidence à Londres et enfin une île privée dans les îles Vierges américaines. Chaque nouvelle acquisition renforce son image d'homme extrêmement riche. Mais une question revient sans cesse. D'où vient réellement cet argent? Même aujourd'hui, il n'existe pas de réponse unique et définitive. Les documents judiciaires et les enquêtes journalistiques montrent qu'Epstein gérait effectivement des fortunes privées et réalisait des opérations financières. Toutefois, l'ensemble de ses activités économiques n'a jamais été entièrement rendu public. Ce qui explique pourquoi l'origine précise de sa richesse continue de susciter des interrogations. Cette absence de transparence alimente de nombreuses spéculations sur Internet. Il est cependant important de distinguer les faits établis des rumeurs. Les enquêtes officielles ont confirmé qu'Epstein possédait un patrimoine considérable et entretenait des relations avec des personnes extrêmement fortunées. En revanche, plusieurs théories largement diffusées en ligne concernant l'origine de sa fortune n'ont jamais été démontré par des preuves publiques. Pendant que son patrimoine augmente, son cercle de relations devient lui aussi de plus en plus impressionnant. Grâce à son mode de vie luxueux, Jeffrey Epstein fréquente des réceptions privées, des galas, des conférences de scientifiques et des événements réservés à une élite économique internationale. Il comprend très vite qu'au-delà de l'argent, le véritable pouvoir réside dans les relations. Plus son réseau grandit, plus son influence semble augmenter. Des chefs d'entreprise, des investisseurs, des universitaires et d'autres personnalités connues acceptent ses invitations ou participent à des événements organisés dans ses résidences. Cette proximité avec des personnes célèbres contribue à renforcer sa crédibilité. Dans certains milieux, le simple fait d'être vu aux côtés de personnalités influentes suffit parfois à convaincre d'autres personnes que l'on est digne de confiance. Jeffrey Epstein semble avoir parfaitement compris ce mécanisme. Il soigne son image avec beaucoup d'attention. Il parle peu de lui-même. Il évite les médias. Il laisse son entourage alimenter sa réputation. Il laisse son entourage alimenter sa réputation. Et cette stratégie fonctionne. Au fil des années, son nom devient synonyme de richesse, de discrétion et d'influence. Mais derrière cette façade soigneusement construite, plusieurs comportements commencent progressivement à attirer l'attention de certaines personnes. À ce stade, ces inquiétudes restent limitées et ne font pas encore la une des journaux. Pourtant, les premiers signaux d'alerte sont déjà présents. Et bientôt, ils donneront naissance à une enquête qui bouleversera définitivement la vie de Jeffrey Epstein. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment il a constitué un réseau d'influence exceptionnel et pourquoi certaines des personnalités les plus puissantes du monde ont un jour croisé sa route. Chapitre 4. Le réseau des puissants.
Comment Jeffrey Epstein a gagné la confiance des élites? À mesure que sa fortune grandit, Jeffrey Epstein comprend une réalité essentielle. L'argent ouvre des portes, mais les relations permettent de les garder ouvertes. Durant les années 1980 et 1990, il adopte une stratégie qui va transformer sa vie. Au lieu de rechercher la célébrité, il cherche à se rapprocher des personnes les plus influentes du monde. Il ne veut pas être sous les projecteurs. Il préfère être l'homme que tout le monde connaît dans les coulisses. C'est cette discrétion qui intrigue. Contrairement à d'autres milliardaires qui apparaissent régulièrement à la télévision ou dans les magazines économiques, Jeffrey Epstein reste presque invisible. Très peu d'interviews, très peu de déclarations publiques, presque aucune conférence. Pourtant, son nom circule de plus en plus dans les milieux d'affaires. Son carnet d'adresses devient impressionnant. Au fil des années, il est photographié ou aperçu lors d'événements où se retrouvent des chefs d'entreprise, des investisseurs, des universitaires et d'autres personnalités connues. Le simple fait d'être présent dans ces cercles renforce encore davantage son image d'homme influent. Mais Epstein ne se contente pas d'assister à ces rencontres. Il organise lui-même des dîners privés, des réceptions et des soirées dans ses luxueuses résidences. Son immense maison de Manhattan devient un lieu où se croisent des invités issus de différents univers. Finance, politique, recherche scientifique, culture et monde des affaires. Selon plusieurs témoignages rendus publics au fil des enquêtes, Epstein adorait réunir des personnes qui, en temps normal, ne se seraient probablement jamais rencontrées. Il semblait apprécier le rôle d'intermédiaire. Plus son réseau grandissait, plus son influence semblait augmenter. Parmi les personnes avec lesquelles il entretenait des relations figuraient notamment des hommes d'affaires très fortunés, des scientifiques réputés, des professeurs d'université et des responsables de grandes entreprises. Il soutenait également certains projets scientifiques et faisait des dons à des institutions de recherche. Cette activité philanthropique contribuait à renforcer son image publique. Pour beaucoup, Jeffrey Epstein apparaissait alors comme un riche investisseur, passionné par la science, l'éducation et les nouvelles technologies. Mais derrière cette image soigneusement entretenue, plusieurs personnes commençaient déjà à se poser des questions. Une interrogation revenait régulièrement. Que faisait réellement Jeffrey Epstein au quotidien? Contrairement aux grands dirigeants d'entreprise, il ne dirigeait pas une multinationale connue. Contrairement aux célèbres investisseurs, il ne publiait presque jamais d'analyses économiques. Contrairement aux grands banquiers, son activité restait largement confidentielle. Malgré cela, il semblait disposer de ressources financières presque illimitées. Cette contradiction intriguait certains observateurs, mais peu de personnes cherchaient réellement à obtenir des réponses. Dans les cercles les plus privilégiés, la discrétion est souvent considérée comme une qualité. Jeffrey Epstein utilisait parfaitement cette règle à son avantage. Son train de vie, en revanche, ne passait pas inaperçu. Il voyageait régulièrement à bord d'avions privés. Il possédait plusieurs propriétés de prestige. Son île privée, située dans les îles Vierges américaines, devenait l'un des symboles de sa richesse. Cette île accueillait parfois des invités venus du monde entier. Le simple fait d'être reçu par Jeffrey Epstein pouvait donner l'impression d'appartenir à un cercle très fermé. Avec le temps, cette proximité avec des personnalités influentes allait susciter une immense curiosité du public. Il est toutefois important de rappeler un point essentiel. Le fait qu'une personne ait rencontré Jeffrey Epstein, participé à un événement organisé par lui ou apparaisse dans son carnet d'adresses ne signifie pas, à lui seul, qu'elle ait participé à une activité criminelle. Les enquêtes ont montré que son réseau était très vaste et regroupait des profils extrêmement variés. Au fil des années, plusieurs anciens proches prendront leur distance avec lui lorsque les accusations commenceront à être rendues publiques. Mais à cette époque, la plupart des invités voient surtout en lui un homme riche, cultivé et remarquablement introduit dans les plus hauts cercles de pouvoir. Personne n'imagine encore que cette image va bientôt s'effondrer. Car pendant que Jeffrey Epstein développe son influence auprès des élites, une toute autre histoire commence discrètement à se dérouler en Floride. Des familles s'inquiètent, des adolescentes racontent des faits troublants, et certains policiers commencent à recevoir des témoignages qui vont progressivement conduire à l'ouverture d'une enquête. Cette enquête, au départ locale, deviendra quelques années plus tard l'une des affaires judiciaires les plus médiatisées de l'histoire contemporaine. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans la partie la plus sensible de cette histoire. Les premières enquêtes et les premiers signalements, en nous concentrant sur les faits établis par la justice et les investigations officielles. Chapitre 5. Les premiers signalements. L'enquête qui va tout changer. Au début des années 2000, Jeffrey Epstein est toujours considéré par une grande partie du public comme un homme d'affaires discret et très fortuné. Son nom apparaît rarement dans les médias et rien ne laisse présager le séisme judiciaire qui approche.
Pourtant, en Floride, plusieurs événements vont progressivement attirer l'attention des autorités. En 2005, la police de Palm Beach reçoit le signalement d'une famille concernant une adolescente qui affirme avoir été recrutée pour se rendre dans la résidence de Jeffrey Epstein. Les enquêteurs commencent alors à recueillir différents témoignages afin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Au fil des auditions, plusieurs jeunes femmes racontent des expériences similaires. Ces déclarations présentent certains points communs, ce qui pousse les enquêteurs à approfondir leurs investigations. Une enquête est alors ouverte. Les policiers procèdent à des entretiens, examinent différents éléments matériels et cherchent à établir les faits avec précision. Comme dans toute procédure judiciaire, chaque affirmation doit être vérifiée avant de pouvoir être retenue. L'affaire prend rapidement de l'ampleur. Les autorités locales estiment que les éléments recueillis justifient des poursuites. L'enquête est ensuite examinée par les autorités fédérales qui évaluent également les preuves disponibles. Pendant cette période, Jeffrey Epstein nie les accusations portées contre lui. Son équipe juridique, composée de plusieurs avocats expérimentés, conteste de nombreux éléments du dossier et engage une stratégie de défense particulièrement active. L'affaire devient alors un affrontement judiciaire complexe. Après plusieurs mois de discussions entre les différentes parties, un accord est conclu en 2008 avec le bureau du procureur fédéral du district sud de la Floride. Cet accord, souvent appelé accord de non-poursuite, Non-Prosecution Agreement, suscite immédiatement de nombreuses critiques. En vertu de cet accord, Epstein plaide coupable devant une juridiction de Floride pour des infractions relevant du droit de l'État, tandis que les poursuites fédérales sont abandonnées. Il est condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement. Cependant, il bénéficie d'un régime de détention particulier qui lui permet, sous certaines conditions, de quitter l'établissement pénitentiaire durant la journée pour exercer des activités professionnelles avant d'y revenir le soir. Ce traitement est rapidement dénoncé par plusieurs observateurs, des juristes et des victimes qui estiment qu'il est exceptionnel au regard de la gravité des faits reprochés. Pendant plusieurs années, cette décision reste au cœur de nombreuses critiques. Des journalistes d'investigation, des associations de défense des victimes et plusieurs responsables politiques s'interrogent sur les circonstances qui ont conduit à un tel accord. Ils se demandent notamment si l'influence et les relations de Jeffrey Epstein ont pu jouer un rôle dans l'issue de cette procédure. Aucune décision de justice n'a toutefois établi que cet accord résultait d'une intervention illégale de personnalités extérieures. Après avoir purgé sa peine, Jeffrey Epstein retrouve une grande partie de sa liberté. Pour beaucoup, l'affaire semble terminée. Mais dans l'ombre, plusieurs journalistes poursuivent leurs recherches. Des victimes continuent de parler. De nouveaux témoignages apparaissent, et quelques années plus tard, ces nouvelles investigations conduiront les autorités fédérales à rouvrir complètement le dossier. Personne n'imagine alors que l'affaire Jeffrey Epstein est loin d'être terminée. Au contraire, ce qui semblait être la fin de l'histoire n'en était que le commencement. Chapitre 6, l'affaire refait surface, les enquêtes journalistiques qui relancent le dossier. Après sa condamnation en 2008 et l'exécution de sa peine, beaucoup pensent que Jeffrey Epstein va disparaître définitivement de l'actualité. Pendant plusieurs années, son nom est beaucoup moins présent dans les médias et l'attention du public se tourne vers d'autres événements. Pourtant, certaines personnes refusent de considérer l'affaire comme terminée. Parmi elles figurent plusieurs journalistes d'investigation qui décident d'examiner en détail les circonstances de l'accord judiciaire conclu en 2008. Leur objectif n'est pas seulement de revenir sur les accusations portées contre Epstein, mais aussi de comprendre pourquoi cette procédure a suscité autant de critiques. Au fil de leurs recherches, ils consultent des documents judiciaires, interrogent des avocats, des enquêteurs et des personnes directement concernées par l'affaire. Ils cherchent à déterminer si tous les éléments avaient été correctement pris en compte lors de la première procédure. En parallèle, plusieurs victimes s'expriment publiquement. Certaines expliquent qu'elles estiment ne pas avoir été suffisamment informées de l'accord conclu avec la justice fédérale, alors que la législation américaine prévoit certains droits pour les victimes au cours d'une procédure pénale. Ces témoignages attirent progressivement l'attention de nouveaux médias. L'affaire revient alors dans le débat public. Des articles d'investigation mettent en lumière le traitement exceptionnel dont avait bénéficié Jeffrey Epstein lors de sa première condamnation. Les journalistes soulignent notamment les critiques formulées contre l'accord de 2008 et les interrogations qu'il continue de susciter. À mesure que ces informations sont publiées, la pression augmente. Les autorités fédérales réexaminent progressivement certains éléments du dossier. Entre-temps, d'autres témoignages viennent enrichir les investigations. Les enquêteurs cherchent à déterminer si de nouvelles infractions peuvent être poursuivies, indépendamment de la procédure de 2008. Cette étape est essentielle sur le plan juridique. En droit américain, toutes les accusations ne sont pas nécessairement couvertes par un même accord judiciaire. Les procureurs doivent donc analyser précisément les faits, les dates et les éléments de preuve afin de déterminer quelle poursuite reste légalement possible. Pendant que ces travaux avancent, Jeffrey Epstein poursuit une vie relativement discrète. Il continue à voyager, à gérer ses propriétés et à entretenir certaines relations dans les milieux économiques et sociaux. Mais
Mais cette période de calme est trompeuse. En coulisses, les autorités préparent un nouveau dossier. Les investigations sont plus approfondies que lors de la première affaire. Les procureurs veulent constituer un dossier suffisamment solide pour éviter les critiques qui avaient entouré la procédure précédente. En juillet 2019, après plusieurs années d'enquête, les autorités fédérales passent à l'action. Jeffrey Epstein est arrêté à son arrivée dans un aéroport du New Jersey. Cette arrestation fait immédiatement la une des médias du monde entier. Contrairement à la première affaire, celle-ci est portée devant une juridiction fédérale à New York. Les procureurs annoncent de nouvelles accusations pénales fondées sur les éléments réunis au cours de leurs investigations. L'information provoque un immense retentissement international. Les chaînes d'information suivent l'affaire en continu, les journaux publient des éditions spéciales, les réseaux sociaux s'enflamment. Beaucoup se demandent si Jeffrey Epstein sera enfin jugé lors d'un procès public où l'ensemble des preuves pourra être examiné devant un tribunal. Mais quelques semaines seulement après son arrestation, un événement inattendu va bouleverser le cours de cette affaire. Un événement qui donnera naissance à d'innombrables débats et alimentera pendant des années les discussions dans le monde entier. Dans le prochain chapitre, nous reviendrons sur les faits établis concernant la mort de Jeffrey Epstein en détention, les conclusions officielles de l'enquête et les questions qui ont continué à être débattues publiquement. Les personnalités liées à l'affaire, ce que disent vraiment les documents judiciaires. Depuis le début de l'affaire Jeffrey Epstein, une question revient sans cesse. Pourquoi autant de personnalités connues sont-elles associées à son nom ? Au fil des années, la publication de documents judiciaires, de carnets d'adresses, de registres de vol et de témoignages a suscité une immense curiosité. Dès qu'un nouveau document est rendu public, les médias et les internautes cherchent à savoir quel nom y figure. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre une règle fondamentale. Le fait qu'une personne soit mentionnée dans un document judiciaire, qu'elle apparaisse dans un carnet d'adresses ou qu'elle ait rencontré Jeffrey Epstein ne signifie pas qu'elle a commis un crime. Cette distinction est au cœur de l'affaire. Les dossiers judiciaires contiennent des milliers de pages, dépositions, courriels, contacts, agendas, registres de vol et autres pièces de procédure. Ces documents peuvent citer une personne pour de nombreuses raisons, comme témoin, connaissance, employé, contact professionnel ou simple personne mentionnée dans un échange. Être cité dans un dossier n'est donc pas la même chose qu'être poursuivi par la justice. Il existe une différence essentielle entre plusieurs situations. Une personne peut simplement apparaître dans un carnet d'adresses. Une personne peut être mentionnée dans le témoignage d'un tiers. Une personne peut avoir voyagé avec Jeffrey Epstein sans être accusée d'une infraction. Une personne peut être entendue comme témoin. Enfin, une personne peut être officiellement mise en cause ou condamnée par un tribunal. Ces situations sont très différentes sur le plan juridique. Au fil des années, plusieurs noms de personnalités publiques ont été évoqués dans les médias à propos de l'affaire Epstein. Dans certains cas, les personnes concernées ont reconnu avoir rencontré Epstein dans un contexte social ou professionnel, tout en niant toute implication dans des activités illégales. D'autres ont déclaré avoir rompu tout contact avec lui après avoir pris connaissance des accusations portées contre lui. Les tribunaux, quant à eux, fondent leurs décisions sur des preuves examinées selon les règles de la procédure judiciaire, et non sur la seule présence d'un nom dans un document. C'est pourquoi les journalistes spécialisés insistent régulièrement sur la nécessité de distinguer les faits établis des spéculations. L'affaire Epstein a aussi montré à quel point les réseaux sociaux peuvent amplifier des informations incomplètes. Après chaque publication de documents judiciaires, de nombreuses listes de noms ont circulé en ligne, parfois accompagnées d'interprétations erronées. Or, la publication d'un nom ne constitue pas une preuve de culpabilité. Cette confusion a conduit plusieurs médias à publier des explications rappelant le fonctionnement des procédures judiciaires et la différence entre une mention dans un dossier et une accusation formelle. L'affaire rappelle ainsi un principe fondamental de tout état de droit, la présomption d'innocence. Une personne ne peut être considérée comme coupable qu'à la suite d'une décision de justice fondée sur des preuves. Comprendre cette distinction est indispensable pour analyser cette affaire avec rigueur. C'est précisément cette confusion entre faits établis, documents publics et spéculations qui a alimenté une grande partie des débats autour de Jeffrey Epstein. Dans le dernier chapitre de ce documentaire, nous verrons quelles conséquences cette affaire a eues sur la justice, les victimes, les médias et pourquoi elle continue, plusieurs années après les faits, à susciter autant d'intérêt à travers le monde. Les conséquences mondiales. Comment l'affaire Epstein a changé le monde? Lorsqu'une affaire judiciaire éclate, ses conséquences ne se limitent pas toujours aux personnes directement impliquées. Certaines deviennent des tournants historiques qui modifient durablement les mentalités, les institutions et la manière dont la société traite certains crimes. L'affaire Jeffrey Epstein fait partie de cette catégorie. Bien au-delà de la condamnation de certains protagonistes et des nombreuses procédures judiciaires, cette affaire a eu un impact profond sur les victimes, sur le fonctionnement de la justice américaine, sur le travail des journalistes,
journalistes et sur la confiance du public envers les institutions. Les victimes au centre de l'affaire. Pendant longtemps, l'attention médiatique s'est principalement concentrée sur Jeffrey Epstein lui-même, sa fortune, son influence et ses relations avec des personnalités connues. Mais avec le temps, le regard du public a évolué. Les récits des victimes ont progressivement occupé une place plus importante dans les enquêtes journalistiques et les procédures judiciaires. Plusieurs d'entre elles ont choisi de témoigner publiquement afin d'expliquer les conséquences que cette affaire avait eues sur leur vie. Leurs témoignages ont rappelé qu'au-delà de l'ampleur médiatique de l'affaire, il existait avant tout des personnes directement touchées par les faits examinés par la justice. Au fil des années, plusieurs victimes ont obtenu des accords civils ou participé à des procédures judiciaires visant à faire reconnaître leurs droits. Leur prise de parole a également encouragé d'autres personnes à signaler des faits similaires dans d'autres affaires, contribuant à une évolution plus large de la manière dont les victimes sont entendues et accompagnées. Une remise en question du système judiciaire. L'affaire Epstein a également provoqué un débat important sur le fonctionnement de la justice américaine. L'accord conclu en 2008 entre Jeffrey Epstein et le parquet fédéral de Floride a fait l'objet de nombreuses critiques. Des juristes, des journalistes et plusieurs responsables politiques se sont interrogés sur les raisons ayant conduit à un accord considéré par beaucoup comme particulièrement favorable. Cette controverse a conduit à un examen approfondi de certaines pratiques judiciaires, notamment en ce qui concerne les accords négociés entre les procureurs et les personnes poursuivies. L'affaire a aussi mis en lumière l'importance des droits reconnus aux victimes au cours des procédures pénales. Plusieurs décisions de justice et débats publics ont porté sur la nécessité de mieux les informer et de leur permettre de participer davantage aux différentes étapes des procédures. Par ailleurs, les dysfonctionnements relevés au sein du Metropolitan Correctional Center après la mort de Jeffrey Epstein ont conduit à des enquêtes administratives et à une réflexion sur les conditions de détention dans certains établissements fédéraux. Le rôle décisif des journalistes. L'affaire Epstein a montré à quel point le journalisme d'investigation peut jouer un rôle essentiel dans une démocratie. Après la première procédure judiciaire, plusieurs médias ont poursuivi leurs recherches pendant des années. Des journalistes ont analysé des milliers de pages de documents, interrogé des témoins et recoupé de nombreuses informations avant de publier leurs enquêtes. Ces investigations ont contribué à maintenir l'attention du public sur le dossier et ont participé au retour de l'affaire devant les autorités fédérales. Elles illustrent l'importance du travail d'enquête lorsqu'il est fondé sur des preuves, des documents vérifiés et des témoignages recoupés. L'affaire rappelle également que les médias ont une responsabilité particulière lorsqu'ils couvrent des procédures judiciaires. Informer avec précision, distinguer les faits établis des rumeurs et respecter la présomption d'innocence. Les réseaux sociaux et la circulation de l'information. Avec le développement des réseaux sociaux, chaque nouveau document judiciaire publié a rapidement fait le tour du monde. Des extraits de dossiers, des listes de noms et des commentaires ont été largement partagés en ligne, parfois sans le contexte nécessaire pour les comprendre. Cette diffusion rapide a permis à un très grand nombre de personnes de suivre l'évolution de l'affaire, mais elle a aussi favorisé la propagation de nombreuses informations inexactes ou sorties de leur contexte. Plusieurs spécialistes ont ainsi rappelé qu'un document judiciaire doit toujours être analysé dans son ensemble et que la présence d'un nom dans un dossier ne constitue pas, à elle seule, une preuve d'une infraction. L'affaire Epstein est devenue un exemple souvent cité lorsqu'il est question des défis posés par la diffusion massive d'informations sur Internet. Une affaire qui continue de marquer les esprits. Plusieurs années après les principaux événements, l'affaire Jeffrey Epstein reste largement étudiée par les journalistes, les juristes et les historiens. Elle est régulièrement citée dans les débats portant sur l'influence, les réseaux de pouvoir, la protection des victimes, le fonctionnement des institutions judiciaires et la responsabilité des médias. De nouveaux documents continuent parfois d'être rendus publics dans le cadre de procédures civiles, ce qui entretient l'intérêt du public pour cette affaire. Cependant, les spécialistes rappellent qu'il est essentiel de distinguer les éléments confirmés par la justice des nombreuses spéculations qui circulent encore aujourd'hui. Transition vers la conclusion. L'histoire de Jeffrey Epstein ne se résume pas à la trajectoire d'un seul homme. Elle soulève des questions plus larges sur la manière dont les sociétés réagissent face aux personnes influentes, sur le rôle des institutions, sur la responsabilité des médias et sur la nécessité d'assurer une justice équitable. Dans la dernière partie de ce documentaire, nous reviendrons sur les principales leçons de cette affaire et sur les raisons pour lesquelles elle demeure, encore aujourd'hui, l'un des dossiers les plus commentés de l'histoire récente. Conclusion finale, et voilà comment s'achève l'une des affaires les plus marquantes et les plus controversées du XXIe siècle. L'histoire de Jeffrey Epstein nous rappelle qu'il est parfois difficile de distinguer les apparences de la réalité. Pendant des décennies, il a construit l'image d'un homme influent, respecté et entouré des plus grandes fortunes de la planète. Pourtant, derrière cette façade se cachait une affaire judiciaire qui allait profondément marquer l'histoire contemporaine. Au fil de ce documentaire, nous avons retracé son parcours depuis son enfance à Brooklyn jusqu'à son ascension
ascension dans le monde de la finance. Nous avons vu comment il a développé un réseau de relations exceptionnel, comment les premières enquêtes ont conduit à des procédures judiciaires, puis comment l'affaire a connu un nouveau tournant en 2019 avant de devenir un sujet de débat mondial. Nous avons également expliqué la différence essentielle entre les faits établis par la justice et les nombreuses rumeurs qui ont circulé sur Internet. Dans une affaire aussi médiatisée, il est indispensable de s'appuyer sur des informations vérifiées, des documents officiels et des décisions de justice plutôt que sur des spéculations. Au-delà du destin de Jeffrey Epstein, cette affaire soulève des questions plus larges sur le pouvoir, l'influence, la responsabilité des institutions, le rôle des médias et l'importance de protéger les droits des victimes tout en respectant les principes fondamentaux de la justice. Même aujourd'hui, plusieurs années après les principaux événements, cette affaire continue d'être étudiée par des journalistes, des juristes et des chercheurs. Elle restera sans doute comme l'un des dossiers les plus importants de l'histoire judiciaire moderne. Merci d'avoir regardé ce documentaire jusqu'à la fin. Votre soutien est essentiel pour permettre à la chaîne de continuer à produire des documentaires approfondis, sérieux et documentés sur les plus grandes affaires criminelles, historiques et les mystères qui ont marqué notre époque. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de partager ce documentaire avec vos proches et surtout de vous abonner à la chaîne. Activez également la cloche des notifications pour être informé dès la sortie de nos prochaines vidéos. Dites-moi également en commentaire quel grand dossier ou quelle affaire célèbre vous aimeriez voir analysé dans un prochain documentaire. Merci encore pour votre confiance et votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau documentaire.